sociale par le fait même. On s'est dit aussi, ben, c'est bien beau tout ça, mais il y a aussi une question de financement. C'est-à-dire que si on parle de transition des milieux de travail et des milieux de vie, ben, ça demande du financement, naturellement, il y a le gouvernement. Donc, on s'est dit qu'il faut absolument inclure les investisseurs dans l'équation. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert aussi des discussions avec le Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez dire, ben, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. C'est quand même deux identités complètement différentes. Je pourrais revenir là-dessus. Et ça nous a amené à redéfinir, en fait, les questions d'économie et se dire on doit absolument redéfinir notre système économique et on doit enlever ce principe-là de transition uniquement entre les mains des employeurs, intégrer les travailleurs et la communauté dans le domaine et ultimement adresser les questions de décroissance, mais de fond, c'est quelque chose qui est difficile à adresser dans nos milieux, mais déjà quand on en parle, c'est les habitudes de consommation, de production, et qu'on se dit, ben, il faut aller vers des nouveaux modèles, dans l'économie circulaire, etc. Ben, on a une amorce de discussion à ce moment-là. Et ultimement, ben, le décideur ultime, on s'est dit, c'est bien beau tout ça, mais si on n'a pas de volonté politique, on n'ira pas nécessairement très loin. Et au Québec, on peut se poser la question de la volonté politique. C'est pour ça qu'on a organisé en 2018 un sommet sur la transition énergétique juste, où on a invité autour d'une grande table, il y avait à peu près 300 personnes, tous les acteurs de la société civile. Et quand on parle de société civile, c'est autant naturellement les citoyens, les citoyens et les groupes environnementaux, mais aussi les scientifiques, les artistes, les jeunes, la Fédération des chambres de commerce, le patronat et les investisseurs. Et on a eu cette discussion-là à savoir est-ce qu'on est capable de s'entendre sur un consensus sur la transition juste, et la réponse est oui. Et après 2 jours de discussion, nous avions un consensus autour de ce concept-là. Et l'idée derrière ça, c'était aussi une question de posture. C'est-à-dire qu'on peut se mettre dans une position de revendiquer au gouvernement et après ça s'asseoir en lui lançant des pilotes et en disant ben, t'es pas bon, tu nous écoutes pas, ça marche pas. Ou bien on peut se mettre dans une posture de dire ben, on est assez de gens autour de la table, on a un consensus jusqu'où on est capable d'aller nous-mêmes et d'imposer ce consensus-là au niveau du gouvernement. Et c'est cette voie-là qu'on a choisie. Et là, de mémoire, on a 7 minutes pour présenter et ça achève. Donc, ce qui nous amène, en fait, à la question de l'urgence climatique. Il est clair que pour nous, on ne la remet pas en question, notamment avec les dialogues qu'on a eus avec les jeunes durant toute l'année dernière. Mais c'est clair aussi qu'il ne faut pas confondre l'urgence climatique et l'urgence d'agir. Et il est clair que c'est encore une question de posture. Donc, de se mettre dans une posture de dire qu'il y a urgence climatique et de revendiquer et d'attendre, c'est une chose, de se mettre dans une posture de se dire que l'urgence climatique, c'est l'urgence d'agir et de se mettre tout de suite au travail et transformer ce qu'on est capable de faire et que ces petits pas-là, de façon générale, après 3 ans, deviennent des grands pas, bien, ça devient important et c'est un petit peu la posture aussi qu'on a adoptée à ce moment-là. En fait, donc en conclusion, ce qu'on veut essentiellement au niveau de la transition juste, et quand on parle de transition juste, c'est la définition qu'on y donne, c'est différents trucs. Premièrement, ce que nous voulons, c'est une implication des travailleurs et des travailleuses dans les décisions qui les concernent. Et ce que le patronat appelle de l'éco-conditionnalité, comme son ancêtre et ça signifie que nous demandons obligatoirement des plans de décarbonisation, décarbonation, ça dépend de qui on parle, mais dans la décarbonation dans les milieux de travail, et que le financement étatique soit conditionnel à ce que ces plans-là aient été travaillés avec ceux qui en subissent les impacts. On demande aussi clairement, pour y arriver, systématiquement la création de pôles de concertation dans chacune des régions du Québec, où chacun des acteurs de la société civile, dans un esprit de décolonisation, aura une voix égale pour exprimer clairement les besoins de la communauté avant de recevoir bêtement des projets de financement, comme par exemple pour le cas de la cimenterie mécaniste il y a quelques années, que ça soit plutôt porté sur les besoins et ultimement, ça prend le financement. Donc, en fait, ce que ça prend, c'est que ça prend une volonté politique qui passe beaucoup par l'éducation, ça va de soi. Ça nous prend systématiquement le dialogue social et ultimement du financement. Et dans les questions tantôt, et là j'ai plus le temps, mais on pourrait prendre le cas du Publisac à Montréal, qui est un exemple concret de transition juste, qui est en devenir et qui semble si simple de dire ben, on a juste à demander aux gens de discuter quand ils le veulent ou pas, puis c'est tout. Et quand on se rend compte que ça a des ramifications économiques jusque dans le secteur du papier, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, mais c'est un beau projet qui pourrait vous amener beaucoup plus loin. Si vous avez des questions tantôt, je pourrais l'expliquer. Donc, en conclusion, je vous dirais que pour nous, à la FTQ, ce que nous voulons, c'est une transition juste et non juste une transition. Merci.
présentation. J'ai oublié de me présenter au début. Mon nom, c'est Mélanie Bollier. Je travaille au Fonds commun pour la transition énergétique. Donc, vous connaissez tous la coalition climat. C'est une organisation, on n'a pas de. C'est passé fort d'ailleurs. Thank you. On dit que c'est passé fort d'ailleurs. On va essayer de voir si on peut monter ça en faire des feedbacks. Donc, oui, là, c'est fort. C'est assez fort, vous m'entendez bien? On ne perce pas de tympan non plus en avant, c'est correct? Donc, mon nom, c'est Mélanie Bollier, je travaille pour le Fonds commun pour la transition énergétique. Donc, vous connaissez tous la coalition climat, qui est une organisation qui regroupe différentes organisations. Là-dessus, il y a 130 organisations qui ont signé la déclaration pour le climat. Le Fonds commun, c'est un peu le même genre de coalition au niveau provincial. On regroupe plus de 80, en tout cas bientôt 80, c'est en augmentation constante, des organisations au niveau provincial, des ONG en environnement, des syndicats, dont la FTQ, Patrick l'a mentionné, des ONG en environnement, j'ai aussi des comités citoyens et des groupes communautaires. Puis on a un projet qui s'appelle Québec Zen, qui essaie de faire une belle proposition de ce qu'on peut faire ensemble à l'échelle du Québec pour la transition. Puis il y a un chapitre sur la transition juste. Donc je pense que c'est un aspect important de la transition d'impliquer les travailleurs, mais également les citoyens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent en gestion ici dans les entreprises. C'est quelque chose qui est assez connu, que quand on essaie de piloter un changement, on a besoin de le faire avec les gens. C'est vraiment difficile de planifier quelque chose au niveau, par exemple, d'un gouvernement. Puis après ça, de dire aux gens, go, vous le faites. On a vraiment besoin d'impliquer les gens. Donc, merci Patrick pour cette contribution-là. On a quelqu'un qui nous parler de l'implication des citoyens plus tard. Mais notre prochaine panéliste, elle s'appelle Sacha Muccioli, non pas Sarah, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle est chercheure en intelligence artificielle depuis plusieurs années. Elle dirige des projets scientifiques pour l'ILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Elle est engagée dans plusieurs projets, donc Kids Code, jeunesse. Je ne dirais pas tout ce qu'elle fait, mais en fait, beaucoup, je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'elle est très complètement dans son domaine. Et elle va nous amener peut-être un aspect qu'on entend moins souvent parler, c'est-à-dire le rôle de l'intelligence artificielle dans la question. Merci, Sacha. Je vais faire une présentation parce qu'il y a pas mal d'images. Mais d'abord, je vais commencer, plutôt skipper ça, mais commencer avec l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias, souvent on parle de robots, de drones, de choses comme ça, mais en fait, c'est quoi l'IA techniquement? C'est vraiment une tentative, c'est un ensemble de tentatives de simuler l'intelligence humaine avec les ordinateurs. Donc, on ne parle pas de simuler un être humain dans sa complexité, mais plutôt des compétences qu'on a. Par exemple, la reconnaissance faciale, par exemple, l'analyse, par exemple, quand vous utilisez Google pour vous rendre du point A au point B en fonction du trafic, ça c'est de l'IA en disant, il y a une rue bloquée, on va aller autour, etc. Donc, on commence à faire des prédictions comme sur les routes, mais aussi ça peut être sur des épidémies. Étant donné ces facteurs-là, c'est quoi la prochaine épidémie ou le risque d'épidémie, des choses comme ça. Donc, l'IA, ça commence à un peu faire coller dans plusieurs domaines de connaissances. Et souvent, c'est utilisé pour faire de l'argent ou sauver de l'argent. Mais nous, à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, on s'est penché sur la question de utiliser l'IA pour le bien. Donc, dans des applications qui ne vont pas forcément faire de l'argent, qui ne vont pas forcément faire un téléphone plus puissant, mais qui vont aider des secteurs de la société. Donc, par exemple, la santé, l'éducation, les crises humanitaires, par exemple. Et moi, personnellement, je travaille sur les projets qui portent sur la transition écologique et le changement climatique. Récemment, on a écrit un grand article qui est en anglais, mais qui est très intéressant parce que ça relève de plein de manières dont l'intelligence artificielle peut être utilisée pour différentes parties de la lutte contre les changements climatiques. Donc, autant en mitigation, en adaptation et en sensibilisation. Je voulais vous en présenter quelques-unes parce que c'est assez intéressant pour un peu comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, assez concrètement, un
des grands défis pour passer à des énergies renouvelables, c'est que forcément, c'est pas constant, c'est pas un rendu constant. Par exemple, le soleil va changer, le vent va changer, donc on ne sait pas d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, combien d'énergie on va avoir. C'est pour ça que c'est très difficile, il faut avoir soit des grosses batteries, soit avoir par exemple des générateurs diesel pour toujours combler quand il y a un gros nuage qui passe, quand il y a de la pluie, quand il n'y a pas de vent. Mais grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, on peut prendre en compte des différents facteurs, par exemple la météo, par exemple le sens du vent, etc., la saison. Et après ça, on peut prédire d'une minute à l'autre combien d'énergie on va produire. Et donc, on peut prévoir, on peut emmagasiner, mais sur des courtes périodes. Donc, par exemple, les prochaines 5 minutes, il y a un gros nuage qui passe, on va charger des batteries. Après ça, on va utiliser ces batteries-là. Par exemple, au niveau énergétique, c'est très important de savoir ce qui s'en vient. Au niveau transport, Google Maps, tout le monde l'utilise. Et en fait, mine de rien, ça réduit le trafic. Au lieu de créer un plus grand bouchon, les gens vont prendre d'autres chemins. Et puis, en fait, ça va un peu plus fluidifier la ville. On peut aussi savoir où construire des trajets de bus, où construire des stations de métro, par exemple, en sachant où les gens passent. On peut réduire la consommation électrique des bâtiments, par exemple, soit en identifiant des fuites automatiquement, donc prenant une photo satellite en disant, bah là, il y a des fuites énergétiques, plutôt rénover ces bâtiments-là, par exemple, ou avec des senseurs, par exemple, ici, on est plusieurs, donc on a besoin de moins de chauffage que si la salle était vide ou avec moins de gens. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire automatiquement et qui fluidifient un peu la vie. Par exemple, par rapport aux chaînes d'approvisionnement, on peut dire, par exemple, il y a un mauvais temps, prenez telle voie pour le transport, etc., minimiser le temps d'attente des camions, etc. Ça, j'en ai un peu parlé. Et en fait, ça a l'air de ça. Par exemple, les images satellites, on peut les prendre de très très haut, mais comme c'est des photos infrarouges, on peut voir très concrètement où sont les fuites. Et c'est assez intéressant parce que après ça, ils ont fait un projet pilote où ils ont envoyé aux propriétaires une photo de leur maison en disant bah, voilà votre maison l'hiver, par exemple avec les fuites. Et ça a augmenté les taux de rénovation de manière très conséquente parce que c'est très concret. C'est pas juste ah, vous avez une fuite, c'est voilà la fuite. Et aussi en Californie, par exemple, il y a eu un projet similaire avec les panneaux solaires en disant votre maison est orientée sud-est, vous avez un toit plat, vous pouvez produire 100% de votre énergie solaire, et voilà, ça vous coûterait tant. Et il faudrait couvrir 30% de votre toit. Et donc, ils ont envoyé ce genre de statistiques à des gens, et avec des informations sur les crédits d'impôt, etc. Et ça a augmenté le taux d'adoption du solaire à cette région d'une manière super conséquente, malgré le fait que c'est juste des informations, on ne leur dirait pas quoi faire, on leur dit juste ce qui est possible. Et aussi, un problème un peu plus technique, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 50 ans, mettons. Donc, avec l'IA, on peut améliorer les modèles climatiques, ce qui est très important pour savoir où on s'en va et améliorer la prédiction d'une manière un peu plus tangible. Aussi, il y a des projets super excitants qui utilisent l'intelligence artificielle pour, par exemple, écouter la forêt et détecter la déforestation. Donc, ils utilisent des anciens téléphones cellulaires avec des panneaux solaires qui sont un peu éparpillés partout dans les forêts, dans l'Amazonie. Et dès qu'ils entendent une scie ou un camion ou quelque chose qui n'est pas censé être là, c'est une détection d'anomalie, en fait, on appelle ça, ils vont envoyer un signal en disant bah, ici, dans là où je suis, il y a un camion qui est passé, et il y avait une scie et il n'est pas censé être là. Donc, par exemple, il y a tout un réseau de ça. Et aux États-Unis, par exemple, ils font aussi ils vont utiliser les caméras pour voir les animaux qui passent, des choses comme ça, pour traquer en temps réel la biodiversité. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec l'IA, pas mal de projets. Moi, je travaille sur un projet qui, pas en mitigation ou en adaptation, c'est en sensibilisation. Donc, en fait, il y a des travaux qui ont été faits en disant, qui ont prouvé que malgré toute l'information que les gens peuvent recevoir sur les risques climatiques, sur les impacts, ça reste très très abstrait pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que les projets, comme j'ai mentionné avec les panneaux solaires et les fuites, c'est très frappant parce que c'est des images. Et c'est plus que vous avez 30% de chance de blablabla, c'est une image de votre maison, c'est une image de votre quartier. Et on s'est rendu compte que les gens réagissent beaucoup plus fortement à ça qu'un rapport ou même par exemple des schémas comme ça avec la température qui monte, ça reste très très abstrait pour la plupart des gens. Donc nous, on utilise l'IA pour convertir ces projections climatiques en images. Donc on prend la projection climatique qui dit, par exemple, on va avoir des inondations de plus en plus conséquentes dans cette région. Et on prend la figure, par exemple, on dit, vous allez avoir une crue de 2 mètres, et
on transmet cette information-là en images. Donc, nous, on prend les modèles en tant que tels, par exemple les modèles de climat global, et puis on les transforme en images pour dire, 2 mètres, ça ressemble à ça. C'est pas juste un concept abstrait, c'est vraiment ça que ça va donner. Et on fait la même chose avec les incendies. Par exemple, en Australie, les gens savaient qu'il y avait un risque d'incendie, mais c'était abstrait. Donc les gens, par exemple, ils n'allaient pas évacuer ou continuer à construire dans les endroits qui sont à risque d'incendie. Mais quand on te montre, voilà, ta maison hypothétique dans cet endroit-là, qui a 75% de risque d'être touchée par un incendie, ça ressemblera à ça. Et ça, c'est beaucoup plus concret et ça aide aux gens de prendre des actions plus, en prenant en compte des conséquences. En fait. Donc, si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de la technologie ou sur l'intelligence artificielle et la transition écologique, Merci Sacha pour cette présentation. Donc, on voit une certaine importance d'avoir des informations pour bien agir, bien diriger nos actions, bien comprendre, bien illustrer les changements climatiques. J'aurais peut-être des questions après ça sur l'intensité en énergie et en ressources de ces technologies-là. Ça peut être intéressant. Ça nous amène à notre prochaine invité qui s'appelle Derek Paul. Derek Paul a une formation en physique, donc il étudie pour son baccalauréat à Cambridge University en Angleterre et il détient un doctorat de Queen's University. Donc il a travaillé pendant une décennie au Collège militaire royal du Canada pour enchaîner avec d'autres engagements pour la paix. Ça serait intéressant de discuter de cette transition. Et puis depuis, il s'implique beaucoup pour la paix et a organisé des tables rondes internationales sur différents sujets liés à l'environnement, entre autres sur la forêt, l'énergie, les changements climatiques, l'eau, la nourriture, la population globale et l'économie non croissante. Donc, ce dont il vient de parler aujourd'hui, je crois, si j'ai bien compris, c'est sur, entre autres, l'économie écologique. Oui, donc l'économie écologique, je ne sais pas si tout le monde connaît cette pensée économique. Donc, par rapport à l'économie traditionnelle, c'est l'économie qui remet en place l'économie dans son système naturel puis recrée les liens avec l'environnement. Alors, je m'en vais avec ça. Vous pouvez m'entendre? Oui. Moi, j'ai passé 2 tiers de ma carrière à l'Université de Toronto, au collège militaire. Et c'est vrai que j'étais là pendant longtemps. Je vais vous parler du besoin d'un nouveau système économique. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue, particulièrement à l'éditeur Jacques Ligne, qui est venu de Coalition Climat Montréal pour la première fois. Je veux lui souhaiter le bienvenu. À la Coalition Climat, comme vous savez, notre grande préoccupation est de comment réduire les émissions de gaz à effet de serre mondial. Je suis physicien de formation et mes intérêts se sont beaucoup élargis depuis ma retraite. En 2010-2014, je suis devenu convaincu que nos efforts pour éliminer les émissions et rendre notre civilisation durable resteront insuffisants tant que nous continuons d'employer le système économique actuel. En 2014, j'ai commencé à créer une liste de changements nécessaires dans le système économique que j'ai publiée finalement en 2017 et puis j'ai rédigé une seconde édition qui est sortie aujourd'hui. C'est celui-ci. Sortie aujourd'hui. Je vous offre
à chacun de vous gratuitement le chapitre 3 de ce livre. Et c'est là sur la table. Vous pouvez le ramasser et plusieurs autres documents pertinents et une adaptation en français. Malheureusement, mon livre est en anglais, je n'ai pas de copie en français. Une grande partie des changements nécessaires se produisent petit à petit. Et je vais vous montrer quelques-uns. Par exemple, voilà les premiers 4, l'emploi à plein temps garanti pour tous. Puis, minimiser l'extraction des minéraux de la terre et la coupe des arbres et maximiser leur réutilisation et le recyclage. Une préférence accordée à la production locale. Et il y a plusieurs autres. Et puis, parmi la liste de 15 propositions, il y a 3 dans lesquelles je ne vois aucun progrès jusqu'à maintenant. Et une de ces 3, c'est une transformation dans l'industrie publicitaire. Alors, laissez-moi discuter ces 3 que j'ai mentionnés, auxquels il y a du progrès, et le 4. C'est beaucoup mieux, merci. Ça va, ça va. Je commence avec l'emploi pour tous. Il est évident que certaines industries vont souffrir dans des grandes réductions de production, des industries pétrolières par exemple, mais d'autres aussi, et qu'il y aura beaucoup de gens qui chercheront de l'emploi. Ça a déjà été mentionné dans le premier analyse. Il est donc nécessaire d'anticiper cette situation et déterminer comment maintenir l'emploi pour tout le monde et ainsi garantir le succès de la transition. Beaucoup de nouveaux emplois se trouveront dans les industries d'énergie renouvelable. D'autres devront être créés par moyen de projets visés à l'amélioration de nos infrastructures et d'autres encore viseront l'amélioration des richesses de la terre, c'est-à-dire nos champs, nos forêts et nos eaux. Alors, le recyclage. Il faut maximiser le recyclage et pour atteindre ce but, il est nécessaire ou très, très désirable de taxer les ressources primaires au lieu de taxer les services et les ventes de produits. Il faut donc abolir le TPS et les taxes sur les ventes. La production locale, il faut l'encourager et les achats de produits locaux pour éviter des excès de les importations. Et je crois que c'est clair. Maintenant, je veux mentionner, faire une réflexion qui est nécessaire au sujet de la surconsommation. L'économie actuelle
cherche à maximiser la production de marchandises. Mais alors, il faut le vendre, pour vendre les marchandises. Comment continuer de les vendre quand tout le monde en a assez? Depuis très longtemps, cette tâche a été celle de l'industrie publicitaire. Et cette industrie a bien fait son travail et la consommation excessive en temps de gaspillage majeur est bien documentée. Il est évident donc que des changements sont nécessaires dans l'industrie publicitaire. Ses buts et son approche doivent être remis en question. Mais personne, jusqu'à présent, n'a suggéré lesquels changements seraient appropriés ou adéquats. Je vous propose à vous tous, donc, d'y penser sérieusement et de commencer des discussions entre vous. Comment commencer ce changement? Ce débat-là devrait ensuite prendre place entre les citoyens, les gouvernements et les industries. Et je vais finir très brièvement avec cette image-là. Ceci représente l'économie actuelle, c'est un axe de temps vers la droite. Et au-dessus, vous avez l'économie écologique, telle que vous l'avez prendre. Et voici une idée de la transition. Ça ressemble beaucoup à une transition dans la physique, la chimie physique. Où sommes-nous dans cette transition? Nous sommes à peu près ici. Il faut tourner le point. Et il y a des implications déjà que nous serons à peu près ici en 2025. Mais il faut être à peu près là, plus loin, il faut être là en 2030. Merci. Donc, merci, M. Desrépol. Juste à titre de rappel, il vous l'a dit, mais à la table derrière, il y a des ouvrages que vous pouvez profiter, entre autres le livre de M. Paul qui s'appelle Ellie, qui est Ecological Economy. On enchaîne maintenant avec notre prochaine panéliste, qui s'appelle Céline Aubrier-Beauregard. Céline Aubrier-Beauregard, elle va représenter aujourd'hui le volet citoyen. Donc, c'est une enseignante. Elle fait présentement une maîtrise au HEC Montréal en gestion en contexte d'innovation sociale. Donc, elle pourra nous parler de comment à toutes les échelles, on doit s'impliquer dans ce grand projet-là pour y arriver tous ensemble. Alors, elle est présentement, et ça c'est très important de mentionner, elle est co-coordonnatrice du mouvement citoyen Demain Verdant. Donc, j'ai accueilli la chaleureusement. Ça ne paraît pas que je travaille avec ça à chaque jour. Bon après-midi tout le monde. Moi, je ne suis pas ici en tant qu'experte, je suis ici plus pour dialoguer avec vous dans un sens, même si c'est moi qui est en avant. N'hésitez pas à venir un petit peu plus tard à échanger avec moi. Je représente aujourd'hui Demain Verdun, mais je suis un individu. Il y a Sydney qui m'accompagne et d'autres membres qui vont peut-être venir aujourd'hui, mais je ne suis qu'une porte-parole pour l'après-midi. Voilà, donc je tiens à mettre ça au point et c'est vraiment pas dans un sens éducatif où même je suis enseignante dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un propos d'une réflexion qu'on a eue suite à nos différentes actions à Verdun, bien évidemment. Donc, on peut le localiser comme étant un quartier, un arrondissement dans Verdun. Donc, on ne se voit pas comme des gens qui peuvent énoncer des faits, des mouvements citoyens en généraux. Donc, c'est juste pour vous partager, nous, on est rendus où, puis comment est-ce qu'on pense qu'on peut avancer vers une transition plus juste, équitable et inclusive. Avec ça, le point de mon échange. Et notre réponse suite à ces réflexions-là, ça en vient à nourrir le plus qu'on peut de tissu social dans lesquels on peut partir. Donc, juste pour faire un bref historique, Demain Verdun, c'est né suite à le visionnement du documentaire Demain, qui sont plusieurs et de certains citoyens dans le quartier. Et par la suite, il y a eu une présentation du livre Demain le Québec par Diego Crémaire, qui est un des co-auteurs qui a eu lieu à l'hôpital université de la Verdun. D'ailleurs, on a plein d'événements qui s'en viennent. Donc, la semaine prochaine, M. Mongeau va venir nous parler de l'initiative volontaire de deux de ses ouvrages à cette période-là. Je
je vais publicité en même temps. Le 14, avec M. Yves-Marie Abraham qui va venir nous parler des croissances. Et le 19 mars, c'est Laure Waridel qui va venir nous parler de son livre sur la transition. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. Donc, dans cette belle librairie-là, il y a des gens qui ont écouté Diego, puis vous voyez, ils entendaient plein de belles histoires à travers le Québec. Peut-être que c'est des histoires similaires de l'émergence de vos mouvements citoyens, peut-être duquel vous faites partie. Et il y a une personne qui s'appelle Emmanuel Falaise qui s'est dit, ben, étant donné l'émergence des médias sociaux, de nos jours, c'est la façon la plus simple. Je ne sais pas si c'est la plus simple, mais du moins une des façons les plus accessibles d'aller vers les gens. Donc, il y a un groupe Facebook qui a été créé qui s'appelle Demain Verdun. Initialement, le but, c'était de mettre de l'avant des initiatives qui existent déjà, parce qu'il faut mettre de l'avant ce qui existe depuis 10, 15, 20, ou des choses qui ne sont pas nécessairement des instances ou des organismes ou des choses reconnues. Donc, c'est ça qu'elle a décidé de faire, autant au niveau des commerçants, des organismes communautaires et même des individus. Et les deux, on s'est rencontrés, les deux, on faisait une plantation avec l'Espace vert de Verdun. Là, on a connecté. Il y a un tissu social qui a été créé. Elle dit, hey, toi, ça ne te tenterait pas d'alimenter la page Facebook de Demain Verdun? J'étais comme, ah, tu sais, moi, Emmanuel, du contenu, moi, j'aime ça, l'action. Donc, je vais rebondir sur ce que Patrick a dit tout à l'heure. L'action, c'est ça qui est devenu un petit peu notre moteur. Donc, on essaie de voir comment on peut inciter, engager les citoyens de Verdun à s'impliquer. Et c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Pour ce faire, on a fait beaucoup de choses, mais nos constats en ce moment sont ceux-ci. Je vais vous les énumérer rapidement. Il y a des constats duquel on n'est pas, on n'a pas vraiment de moyens d'action. Par exemple, les gens sont très essoufflés. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent à un moment, qui arrêtent de s'impliquer après, pour des engagements familiaux, les engagements du travail, des dépressions, peu importe. Donc, des différentes raisons. Donc, il y a un va-et-vient qui s'installe. Il y a aussi des freins légaux. Donc, c'est certain qu'on essaie de travailler le plus près possible de notre arrondissement. Mais si des gens ont des idées pour des projets, puis que là, on essaie de faire avancer ça au niveau de l'arrondissement, mais bien évidemment, il y a beaucoup de freins. Donc, là, il faut que tu passes par telle personne, il faut que tu attendes tant de temps, et là, ça prend du temps. Donc, l'action se voit estompée par ça. La technologie aussi, donc il ne faut pas se leurrer. Il y a différentes générations qui gravitent au sein de ce mouvement-là. Il y en a qui veulent utiliser beaucoup la technologie, d'autres qui ne savent pas comment s'y prendre, donc qui ne veulent pas l'utiliser. Donc, la technologie peut nous aider, mais des fois aussi, c'est un frein. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de certaines actions, de certains événements, de certains contenus des réunions, parce qu'il y en a qui vont écrire le contenu de la réunion sur une feuille, il y en a qui vont l'écrire sur un blog partagé, il y en a qui vont s'envoyer juste des courriels entre eux, là, mais je n'étais pas dans le courriel, là, mais là, c'est parce que je ne voulais pas te l'envoyer. Constat aussi, c'est qu'on est beaucoup des gens qui sont convaincus, on est beaucoup aussi des gens qui sont très éduqués, ou du moins quand même assez éduqués. On fait pas mal plus partie de la classe moyenne, on est pas mal aussi des francophones, à Verdun, il y a une grosse communauté anglophone qu'on va essayer d'aller rejoindre. On est beaucoup blancs en général, et c'est énormément de gens autour de la quarantaine. Bon, je suis peut-être bonne documentation, j'ai 30 ans, mais bon, bref. Et ça, c'est ce qu'on constate après 1 an et demi. Et c'est là notre réflexion. On s'est dit, bien, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on est venu rédiger nos valeurs, notre façon de faire, notre mission, la participation, l'inclusion, je pense que c'est toutes des valeurs qu'on essaie de mettre en place. Mais malheureusement, je pense que vous en êtes aussi témoins, c'est pas toujours quelque chose qui c'est pas faisable, mais qu'on peut observer dans nos actions. Donc, nous, on s'est dit, comme mouvement citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, déjà, des actions simples et rapides. Je vous donne un exemple. On a une nouvelle plage. Des gens ont vu qu'il y avait des mégots. Il y a des gens de même qui ont commencé à ramasser des mégots. On n'a pas besoin d'avoir de permission pour ramasser des mégots, n'est-ce pas? Donc, pas besoin de passer par l'arrondissement. Et là, de là est né un principe qui est les mégots fest. On était inspiré par ce qui se faisait en Europe. On ramasse des mégots. En échange, on part en rivière. On a fait une collaboration avec notre microbrasserie et le Benelux. Autre chose, on a déjà fait aussi un bal de ruelle. Donc, il y avait un groupe qu'on connaissait qui venait sur la Wellington, parce que c'est une rue super en vente. Et on s'est dit, ah, mais tant qu'être à Verdun, ça ne vous tenterait pas de venir, vous êtes payé par la SDC, la Société de développement commercial. Pourquoi vous ne resteriez pas après et venir danser avec nous à la ruelle?
Et là, ben, grosse affaire, danse traditionnelle, 60 personnes, le fun, du fun, ben du fun. Donc ça, c'est un autre affaire. Ben, on ne se serait jamais attendu à ça. Et l'avant-trottoir aussi, c'est quelque chose qui était quand même assez simple et qui nous a permis d'aller, d'entrer en contact avec toutes les tranches de la population verdinoise. Donc on s'est dit, plutôt que de faire des rencontres par-dessus rencontres, les gens sont essoufflés, le quotidien des gens avant qu'on soit rendu à 4 jours semaine, là, on n'est pas rendu là, on voyait qu'il y avait une diminution de l'élan de la motivation. Donc, on s'est dit, on va essayer de se concentrer sur des actions simples et rapides qui peuvent se faire dès demain. On s'appelle demain verdeur, c'est qu'est-ce que tu peux faire demain? Vas-y fort, amène avec du monde, puis on va y aller. Ensuite, des actions variées et en collaboration avec d'autres organismes. Par exemple, on est certains membres de Domaine Verdun, on va au réseau des affaires de Verdun. Donc, on parle avec des gens qui ont de l'argent. Mais pas pour leur demander de l'argent, juste pour leur faire valoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on veut que ça devienne des partenaires, des collaborateurs. Donc, on participe à leur événement et on les invite à participer aux nôtres et on espère pouvoir faire des partenariats et organiser des choses avec eux. La même chose ici, ça peut être la collaboration avec d'autres instances. Donc, s'il y a des tranches, des différentes communautés ethniques qu'on aimerait rejoindre, donc on peut organiser des événements avec ces gens-là. L'autre chose aussi, le langage et l'accompagnement. On se fait souvent dire, ah, mais tu dis des termes, je n'ai pas trop compris, ou on a une espèce de jargon. Donc, ça, c'est d'autres actions concrètes qu'on va essayer de mettre en place pour que le langage qu'on utilise, mais il y a au moins une personne qui soit capable de l'accompagner, cette personne-là. Donc, si on a un nouveau ou une nouvelle citoyenne qui s'implique, bien, s'assurer qu'il n'y a pas un pérage, puis que la personne peut lui expliquer des choses qu'elle n'aurait pas compris, cette personne-là. Axé sur le plaisir aussi, parce que peu importe les conséquences positives ou négatives qu'aura la transition, nous, on pense que les gens vont se réunir ensemble via le plaisir. C'est ça qui va nourrir le tissu social. Et ensuite, ensemble, on va pouvoir trouver des solutions. Parce que c'est pas parce que la personne n'a fait pas de compost, ou elle ne recycle pas, ou elle ne prend pas le transport en commun, on ne peut pas entrer en relation avec cette personne-là, développer un lien de confiance, et par la suite, amener ces gens-là à changer leur façon de faire en général. Et ça passe par la solution d'avoir un contact légitime. Donc, moi, je ne peux pas arriver à n'importe quel verdinois et essayer de dire quoi faire ou essayer de l'inviter à ramasser des mégots. Je vous donne un exemple. Moi, il y a des parents de mes élèves qui sont venus ramasser des mégots avec moi parce que j'ai un contact légitime avec eux parce qu'ils me connaissent parce que je suis l'enseignante de leur enfant. Sinon, ils ne seraient jamais venus. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait le maximum de personnes parce qu'il ne faut pas se leurrer. Notre CCP est pratiquée. Elle a besoin de présence, puis d'attention, puis d'affection. Parce que moi, autour de moi, je pense que surtout dans mon domaine de travail, il y a au moins une personne par seconde que je connais qui part en congé de maladie ou en burn-out. Et c'est par des exemples comme, mettons, Carole et Emmanuel qui se sont rencontrés à Domaine Verdun, moi au Monique, moi au Sydney, Francis avec Kathleen. C'est tous des gens qui, une fois qu'ils se sont rencontrés dans un événement quelconque qui lui source de plaisir, ben après, ils vont s'entraider. Donc, s'il y en a un qui est malade, l'autre va aller lui porter du sucre. S'il y en a un qui a besoin de quelque chose, on va s'entraider. Puis c'est comme ça, peu importe notre couleur, notre sexe, notre orientation, notre religion, si on se rencontre, bien là, on va pouvoir surmonter des montagnes. C'est ça qu'on pense. Si jamais vous avez des expériences ou un grain de sel à ajouter, ça va vraiment faire plaisir. Je suis là toute la journée. Merci beaucoup! Merci, Céline Aubry, pour cette présentation inspirante. S'il y en a déjà qui ne sont pas impliqués dans le mouvement citoyen, je pense que vous avez été convaincus que c'était une bonne chose, puis que c'était une façon non seulement de faire la différence, mais aussi d'avoir beaucoup de plaisir. Notre dernier invité de 5 panélistes, ai-je besoin de le présenter? Il s'appelle Serge Mongeau. Il a été fondateur d'un mouvement important au Québec, entre autres celui de la simplicité volontaire, le Réseau Transition du Québec, le mouvement québécois pour le mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Je ne sais pas si on en a là. Donc, le mouvement important au Québec, il a été aussi un des initiateurs de la maison d'édition Éco-Société, auteur de violents ouvrages inspirants. Alors, je lui laisse la parole. Bienvenue, M. Mongeau. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Nous nous acheminons rapidement vers un effondrement de notre civilisation.
Il est probablement encore possible, sinon de l'empêcher, au moins d'en diminuer les conséquences. Mais il faut agir rapidement et surtout radicalement. Les plus riches sont en même temps les plus grands responsables de la situation à cause de leur surconsommation, se préparent des voies de survie individuelle. Et au plan collectif, ils préconisent le développement durable, une voie soi-disant viable de poursuivre la croissance. Mais pour celles et ceux qui se penchent attentivement sur la question, cette voie ne règle pas le problème, elle ne fait que retarder les conséquences. Le réchauffement climatique est directement lié à notre surconsommation, celle des pays les plus riches et tout particulièrement celle des personnes les plus riches. Et si nous n'agissons pas rapidement, ce seront les plus pauvres qui seront le plus radicalement et le plus rapidement touchés. Il faut agir tout de suite, individuellement et collectivement. Je vois 6 voies d'action pour lesquelles nous pourrions commencer. Premièrement, diminuer nos heures de travail et notre revenu, et donc diminuer notre consommation et récupérer du temps pour faire nous-mêmes davantage. Jardinage, cuisine, couture, bricolage, etc. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on travaille pas plus que 20 heures par semaine, et je le redis. Deuxièmement, cesser le transport par auto individuel. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour dire que je suis absolument abasourdi de voir la publicité des autos à la télévision. Ça n'a vraiment pas d'allure comment. Et s'ils le font, si les compagnies mettent autant d'argent pour faire cette publicité, ça doit être parce que ça réussit à convaincre les gens d'avoir des autos et de s'acheter des autos qui pourraient aller très vite, qui vont très vite dans les annonces aussi, mais qui finalement ne nous aident absolument pas. Donc, cesser le transport par auto individuel, c'est certainement une chose qu'il faudrait faire. Troisièmement, diminuer radicalement les voyages en avion, à commencer par les voyages annuels dans le Sud. Combien de personnes qui me disent « Ah, ben là, je pars, c'est la deuxième fois cette année, j'y vais 2, 3 fois, il y a des réductions, ça coûte moins cher de vivre là-bas finalement que de vivre ici, ou je ne sais pas quoi, il y a toutes sortes de raisons. Mais sauf qu'au plan de l'environnement, c'est certainement pas très utile. Quatrièmement, concentrer nos lieux de vie. Donc, avoir à ce moment-là une plus grande densité de population et éviter les maisons individuelles, regrouper finalement, avoir des petites communes et tout ça. Donc, revoir pas notre architecture, notre urbanisme. Diminuer la grandeur de nos logements aussi. Donc, si on a des logements plus petits, on va avoir moins d'immeubles, il y a moins de choses qu'on va s'acheter, on va consommer moins. Sixièmement, cesser de magasiner dans les grandes surfaces. Les Walmart et compagnies qui progressent constamment et qui vendent en grosse quantité et qui font qu'on consomme de plus en plus. Il ne s'agit pas d'aller vers une vie de misère et de sacrifice. Au contraire, c'est une vie plus communautaire où l'on partage davantage et où l'on prend le temps de vivre. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi et je vis très bien pour quelque chose comme 18 000 $ par année. C'est absolument suffisant pour assurer une vie qui est absolument correcte à tous les points de vue. Sur le plan personnel. Sur le plan de ma consommation, il y a des choses qui continuent à devoir être travaillées, mais je le fais. Je suis venu à la bicyclette ce matin,
ça fait longtemps que j'ai mis de côté le transport par automobile. Et je pense que toutes sortes d'actions qu'il faut qu'on commence, des actions individuelles et des actions aussi pour amener nos gouvernements à agir davantage et à ce moment-là, à nous aider à prendre des mesures qui seront en conformité avec nos besoins. Merci. Donc, j'inviterai nos panélistes à se joindre à moi en avant pour une période de questions. On va alterner, je vais peut-être commencer par une question, puis je leur donnerai la parole, puis ensuite on va enchaîner avec les questions de la salle et puis les personnes qui sont présentes sur Zoom également. Donc, aujourd'hui, on a vu beaucoup de propositions qui émanent du mouvement citoyen, beaucoup de demandes, beaucoup de suggestions, beaucoup de choses inspirantes. On a dit beaucoup de citoyens, on a des gens qui sont issus de milieux plus professionnels, des syndicats. J'aimerais savoir dans la salle s'il y a des élus. Non, on n'a pas d'élus. Donc, ces élus-là font partie, évidemment, de la solution. Peut-être qu'on a pu engager le dialogue de façon un petit peu plus intense, mais on a des belles propositions qu'on va rassembler aujourd'hui. Donc, les propositions qu'on a sur la table, c'est entre autres d'avoir une vie peut-être un peu moins matérielle, peut-être un peu plus humaine. Mais d'un autre côté, j'ai entendu aussi des solutions qui parlent plus de technologie, d'efficacité. J'ai entendu aussi des besoins en investissement. Puis, c'est face à ce besoin-là de simplicité, de réduction de la consommation, du revenu, des voyages en avion, de l'auto, de la publicité. J'aimerais ça que vous ayez pour nous un mot de sagesse pour peut-être réconcilier ou harmoniser ces deux idées-là qui peut-être s'entrechoquent, qui sont peut-être productives si on les met ensemble ou peut-être pas. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait intervenir? Je vais reformuler ma question. On a parlé beaucoup de réduction. Réduction dans nos vies personnelles, réduction des heures de travail, réduction de la consommation, des voyages, finalement, réduction de notre impact par des actions individuelles. D'un autre côté, on parle de technologies, par exemple, je m'adresserai à Sacha pour ça, des technologies qui vont nous aider à nous sortir du trou. On entend souvent de l'impact des technologies. On a vu que ça pouvait nous procurer des informations qui nous aident à agir, qui nous aident à illustrer. Et d'un autre côté, c'est des technologies qui ont un impact important. On va parler de besoin d'investissement. Donc, on n'est pas tout à fait dans la réduction de la taille de l'économie. Besoin d'investissement, ça veut dire travailler, ça veut dire générer plus d'activités économiques. Pour moi, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, pour moi, ça entre un petit peu en contradiction d'une certaine façon, mais ça se réconcilie peut-être. J'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Je peux peut-être briser la glace. En fait, c'est pas incompatible tout ça. Quand je parlais d'investisseurs, quand je parle d'investissement, c'est qu'à un certain moment donné, si on veut faire cette transition énergétique, écologique, ça va prendre du financement pour le faire, quelque part. Si on ne met pas au jeu, justement, les investisseurs, entre autres, sous les principes d'investissement responsable, c'est peut-être le mot qui manquait, on n'y arrivera pas. Et il existe des principes d'investissement responsable, donc ça signifie pour des produits plus durables, qui ont plus longue vie, contre l'obsolescence programmée, dans des principes d'économie circulaire, de revalorisation, de réutilisation, de recyclage des matières. À ce moment-là, quand on commence à travailler avec ces concepts-là, c'est sûr que ce n'est pas de front d'aborder la question de la décroissance. Il y a des gens qui sont dans ces industries-là et qui ont leur vie en dépend. Et par le fait même, dans certaines régions du Québec, parce que on a encore un modèle de mono-économique, ce qui fait que la communauté en dépend aussi. À ce moment-là, le marché est moins gros. Ça signifie que les gens se mettent en voie en disant oui, on a un rôle à jouer. Et c'est de les amener au niveau de prendre conscience de la production et de la consommation. Et l'erreur, je crois, qu'on fait souvent, il y en a deux, c'est de prendre pour acquis que l'urgence climatique est acquise par tout le monde au Québec, ce qui n'est pas le cas du tout, je peux vous l'assurer, avec les discussions qu'on a avec nos propres membres, et loin de là. Vous savez surtout à quel point on doit expliquer même qu'est-ce que sont les changements climatiques, parce que les gens comprennent de façon générale le concept et
le reçoivent comme on reçoit des manchettes de nouvelles. C'est comme si ça rebondit sur nous, tout va très vite, mais on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Et ça, c'est relativement important parce que c'est du moment où il y a une conscientisation du problème et que c'est causé par l'activité humaine que là, c'est oh, il y a un problème et là, il y a un sentiment de peur qui s'installe. Et s'il n'y a pas des solutions à portée de main pour dire, ah, ben, on va atténuer et travailler ensemble et vous écouter et vous impliquer, il y a un braquage systématique. Donc, je pense qu'il y a une question de dialogue, de vulgariser ces concepts-là, de les faire parler autrement, et là, on commence à avoir une lueur de possibilités d'aller ailleurs. Merci Patrick. Moi, je pense que c'est une illusion de penser qu'on va arriver à quelque chose en changeant nos technologies. En fait, la transition dont on parle actuellement, c'est de trouver le moyen de continuer à avoir le style de vie qu'on a tout en ayant à ce moment-là moins d'impact sur l'environnement. Et ça, c'est totalement illusoire. Je pense que la transition, elle doit aller vers une diminution de notre consommation. C'est très clair de ce côté-là. Et quand on regarde, écoutez, depuis, on a doublé notre niveau de vie depuis 20 à 30 ans. On n'était pas si malheureux que ça en 1990, finalement. Et pourtant, on réussissait à vivre, qu'on consommait moins à ce moment-là. Il faut vraiment s'en aller vers une décroissance. C'est évident qu'on ne peut pas en sortir, on ne peut pas passer à côté de ça. Et cesser de s'illusionner en parlant de développement durable, l'espoir de trouver des technologies qui vont nous imposer. À un moment donné, on n'aura plus le choix. Les décisions vont venir d'en haut. Et quand les décisions viennent d'en haut, ben, ils ménagent toujours les riches. Et c'est pas ça qu'on a besoin actuellement. Ça serait à ce moment-là vraiment une action qui vient de la base et avec des gouvernements qui appuient ces actions. Envie de commencer un débat sur le rôle de la technologie, mais je pense que je reste optimiste dans le sens que la technologie peut améliorer les systèmes existants. Je ne dis pas qu'il faut commencer à inventer des nouvelles technologies pour consommer plus, mais en intégrant des manières de rendre nos technologies existantes plus efficaces. C'est pour ça que j'ai fait mon job en recherche d'intelligence artificielle en industrie. C'est pour ça que je fais la recherche que je fais, c'est parce que je pense qu'en gardant nos systèmes existants et sans aller dans plus de consommation, on peut les améliorer. Mais par exemple, un exemple tout bête, demander aux gens de laver leurs vêtements à la main dans notre société actuelle, c'est très difficile. On a une grande famille, moi j'ai 2 petits-enfants, je ne peux pas laver les vêtements à la main. Mais si on a un système qui trouve un moment optimal dans la journée pour faire une machine, par exemple le soir ou à des moments creuses, à des périodes creuses, ça peut faire des gains incroyables énergétiques. Et donc je pense que des petites choses comme ça qui sont carrément intégrées dans notre vie, ça peut faire des grands impacts. Parce que je pense que, comme Patrick a dit, la plupart des gens ne sont pas conscients et ne sont pas capables d'arrêter de laver leurs vêtements avec une machine, ne sont pas capables d'arrêter la voiture comme ça. Et si on commence à intégrer ça en disant, utilise ta machine, mais maintenant, tu n'as pas le choix de décider quand elle va partir quand c'est le meilleur moment en termes d'efficacité énergétique. La personne, ce n'est pas un sacrifice, c'est beaucoup moins difficile de demander ce genre de mini-sacrifice qu'un grand changement. Et je sais que surtout dans les jeunes qui ont grandi avec ces technologies-là, maintenant leur demander de tout à coup faire 2 pas en arrière aux années 90, c'est très très difficile. C'est pour ça qu'il faut les guider un peu en leur disant c'est des petits nudges, il y a la théorie de nudge pour les faire aller dans la bonne direction. Tu crois à ça? Moi, j'aimerais partir d'un exemple, peut-être quand même assez concret vers du monde. Je vais vraiment voir que ça va vers du monde. Je suis revenue pour ça. Le projet pilote, nous, de notre Pesticlab a fait vraiment jaser et a vraiment divisé la population. Donc, même si c'est quand même reconnu que, oui, le transport actif durable est un petit peu plus de mise dans nos sociétés, mais énormément de citoyens à Verdun et de commerçants n'étaient pas prêts à faire ce pas-là. Et je pense que la problématique, de là que je rebondirais sur le dialogue de Patrick, c'est que si on n'a pas ce dialogue-là,
on va, selon moi, et là je parle pas pour de l'intervenant, je parle au nom de Céline, on ne va pas atteindre l'objectif nécessairement. Parce que s'il y a division des troupes, ben reste que les gens qui sont fâchés vont continuer à faire, à moins que là, le gouvernement déciderait de mettre des grosses impositions, peu importe, d'aller par la force, je ne sais pas quoi, mais nous, dans le quartier, c'est ça qu'on a compris. C'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à ce que ça soit implanté, puis ils pensaient que c'était imposé, ils l'avaient à travers la gorge, mais on a vu qu'avec les conseils d'arrondissement, avec différentes rencontres qui ont été faites, là, autant ceux qui étaient pro-cyclistes et anti-cyclistes ont été capables de « Ah, OK, ben tu serais plus d'accord si c'était fait comme ça. » Ou si ça. « Ah, ben c'est drôle, moi, ça ne me dérange pas vraiment. » Ou le commerçant qui dit « Ah, ben les cyclistes, il faudrait qu'ils payent des plaques de vélo parce que les automobilistes, ils payent des plaques de vélo. Des plaques de vélo, pourquoi les cyclistes ne payent pas? » Après, ben, il y a des gens, cyclistes, qui ont fait comprendre aux automobilistes « Oui, mais nous, on nuit moins, on fait… ça coûte moins, on coûte moins cher au gouvernement sur les routes, donc c'est plus normal que toi, comme automobiliste, que tu payes. Donc, il faut vraiment et qu'on ne voit pas le noir et le blanc. Donc, ça, la technologie, non. C'est plus d'aller pas à pas, puis faire comme un peu un vélo. L'enfant a besoin peut-être des 4 roues au début, puis après, tu y enlèves. Mais la société va avoir besoin de ces 4 roues-là. Donc, on veut peut-être commencer avec la technologie pour les rendre plus autonomes, et là, après, ils vont être capables de passer à un autre niveau. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Une dernière intervention, puis après on va aller avec les questions en alternance salle de connexion en ligne. C'était prévisible qu'il y aura un débat ici entre ceux qui favorisent la technologie et ceux qui favorisent les différentes plus modestes modes de vie. Je crois que tous deux sont bons. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Et je vais vous donner un exemple où la technologie est très désirable. Vous allez peut-être un jour à Vancouver et vous voulez aller visiter Victoria. Et il y a une courte journée qu'on peut faire par ferry ou en bateau à rame, où vous pouvez nager, c'est très difficile, où vous pouvez aller en avion. Et je viens d'entendre que l'avion qui traverse cette petite manche va être remplacé très bientôt par un avion électrique qui est beaucoup plus économique en tout sens que l'avion qui brûle du carburant et probablement, je ne sais pas encore, plus efficace que le ferry. Alors, je veux faire deux autres oui, je veux vous enseigner quelque chose qui n'était pas dans mon discours, mais c'est dans mon livre. Il y a un papier très récent qui a un nouveau concept, c'est-à-dire d'adaptation profonde. Et celui-ci, qui a écrit cet essai, il finit par dire que tout le monde doit faire une adaptation profonde. Mais il est très clair. Il n'a pas défini l'adaptation profonde. Et je crois que ça veut dire que nous qui voulons atteindre la transition dont j'ai parlé, nous voulons que ça réussisse. Et ce que nous devons faire, c'est de ne pas prendre comme données les espèces de modes de vie, des espèces de camions, etc. au commencement. Nous devons développer ces choses pour atteindre la transition. Quand monsieur à ma gauche, votre et les miennes sur la déduction sont complètement en accord et vous, monsieur, beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et je suis en accord avec vos propositions 4, 5 et 6, mais pour diminuer les heures de travail, ça c'est un excellent but à long terme. Mais à court terme, c'est impossible. Il y a tellement de travail qui a besoin d'être fait que nous devons faire le contraire. Nous devons travailler peut-être plus ou les mêmes heures qu'aujourd'hui, mais avec de l'emploi garanti.
juste que la transition est accomplie. Et je crois que c'est assez. Évidemment, on peut continuer la conversation longtemps. C'est des sujets qui me passionnent. Je retiendrai peut-être, je ne veux pas me faire accuser de trancher puis mais je pense qu'il y a certains éléments qu'on peut garder à l'esprit, d'avoir un regard critique sur la technologie qui ne s'ouvre pas tout entière, qui peut être employée là-dedans, l'importance du dialogue, l'importance de rituels aussi, qu'on ne peut pas garder, qu'on ne peut pas éviter. Donc, je remercie mon panéliste d'avoir été présent, et puis je penserais peut-être, j'aimerais ça qu'on les remercie d'avoir été présents d'abord. Mathieu, est-ce que je te passe la parole pour la piste de développement? Jean Fortier, pour dire un mot. En fait, on n'a pas un élu actuel, mais on a le président, l'ancien président du conseil d'administration du comité exécutif de la Ville de Montréal, donc Jean Fortier, qui était également membre du Réalité climatique Canada. Donc, pour nous juste partager un mot sur l'importance de l'engagement citoyen et ce que ce genre de rassemblement-là fait quand les élus ont écho. On en aura certains élus plus tard aujourd'hui, entre autres la mairesse de l'arrondissement, donc plus tard en soirée. Donc, les élus vont venir et repartir au fil de notre après-midi ensemble. Donc, merci Jean. Okay, Paul. I was filling time until you came up. We're going to say that. J'ai deux autres remarques à faire avant de démocratie. D'abord, au point de vue de l'économie, je suis tout à fait d'accord avec M. Mongeau et puis avec M. Paul. Il faut aller vers la décroissance. Mais je ne suis pas complètement pessimiste parce que avant d'être en politique, j'étais aussi un banquier, un pauvre banquier. Et je crois quand même que la lutte au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre apporte automatiquement des économies d'énergie et de la productivité et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sensibles. Pas toutes les entreprises, peut-être pas la majorité. Ce n'est pas du greenwashing, il y en a qui sont dans ce domaine-là. Je peux faire un lien maintenant avec les affaires municipales. Prenez le domaine de l'urbanisme et de l'habitation. De plus en plus, je dis la semaine dernière, au salon de l'habitation, il y a de plus en plus d'entreprises qui offrent des petites maisons, des maisons compactes, des mini-maisons. Et les développeurs veulent développer sur des terrains de plus en plus petits. Et ils veulent sensibiliser les municipalités à l'over-design. Alors, ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est que chacun d'entre nous, le public, les entreprises privées, les consommateurs, doivent aussi continuellement être conscients de leur empreinte climatique et être mesurés. Parce que je crois que les gens sont responsables en très grande partie si on leur dit sur une route, vous allez à 35 km/h, ça devrait être 30, descendre à 30 km/h. Il n'y a pas besoin de les punir nécessairement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les punir, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des consignes, mais il y a aussi une alternative qui est d'expliquer aux gens, dans chacun de leurs petits, de leurs grands gestes, d'amener tout le monde dans ça, quelle est l'empreinte de ce qu'ils font. Y compris l'heure de travail, de travailler en trop, il y a une empreinte carbonique. Alors, je vais vous donner un exemple, micro, mais quand même. Vous avez ici deux produits. Hein, qui sont identiques de nature, sauf qu'un, parce qu'il est dans un pot de verre, on y ajoute des sulfites pour le rendre mieux coloré. La tutine plastique, c'est le même produit. Celui-ci coûte 4 fois plus cher que celui-là. En fait, il est du même prix, mais la quantité est d'un quart. Et pourtant, on a l'impression qu'en achetant celui-là, on fait un meilleur geste écologique que celui-là. Simplement, l'empreinte carbonique de ce couvercle-là est à peu près l'empreinte carbonique de ça, parce que, comme vous savez, de l'acier, ça se recycle beaucoup plus facilement. Mais ça serait tellement simple sur les tablettes de magasin d'expliquer aux gens l'empreinte carbonique par 100 grammes de produit de celui-ci et de celui-là, puis que chacun fasse son choix. On a fait une erreur l'an dernier en disant aux gens, prenez des sacs de plastique un peu plus gros, ils vont être recyclés. Finalement, il n'y en a pas de solution à ça. C'est ni d'un côté ni de l'autre. Mais les gens sont allés dans toutes sortes de décisions. Alors, je reviens à l'aspect des villes, je reviens à l'aspect des citoyens. Il faut demander aux villes, aux municipalités, de savoir exactement dans quoi ils s'engagent. On a demandé, Mathieu et moi, au dernier budget municipal, non seulement le budget carbone dans lequel ils s'engagent, mais ne pas faire des promesses exagérées à très long terme et d'oublier le présent. Il faut tout de suite agir dans ce domaine-là. Il faut tout de suite que les citoyens et les preneurs de décision, d'après moi, aient la mesure exacte des engagements qu'ils prennent et qu'ils en aient la responsabilité là-dessus. C'est vraiment chouette.
Bon, merci. On dit qu'on a un petit peu plus de temps, donc on avait un peu de questions. Donc, on aurait bien prendre la question, une première de la salle avant d'aller au choix. Je ne sais pas, je vais aller ici. Oui, Francis Lapierre. Je voudrais dire cette nuance à faire, c'est-à-dire que si on prend l'échelle des revenus, il y a les gens plus pauvres et il y a les gens plus riches. Si on prend les gens plus riches, il y a une étude qui avait prouvé que si tu gagnais 80 000 si tu augmentais ton revenu, tu n'étais pas plus heureux matériellement. Hein, une fois que tu as ta voiture, ta maison, un bateau, un jet ski, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il faudrait que les gens qui gagnent plus de 100 000 par année redonnent une partie de leurs revenus, la majorité, pour qu'il y ait une redistribution des revenus. Ça, c'est une des mesures qu'il faudrait faire. Ensuite, puis les convaincre qu'ils ne seront pas plus malheureux là, s'ils donnent 120 000 et plus, là, je veux dire, à un moment donné. Puis de l'autre côté, à l'autre bout de l'échelle, les gens qui sont sur l'aide sociale, qui sont très pauvres, qui sont sur le salaire minimum, qui travaillent très fort, là, je veux dire, tu ne peux pas leur demander de réduire leur mode de vie. À un moment donné, il faut aussi les tirer. Il faut faire la transition en tirant les plus pauvres vers soi, vers le haut, okay, pour leur permettre d'avoir une meilleure vie. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, leur donner des honneurs. C'est pas ça que je dis. Mais d'améliorer leur condition de vie. Et je pense que tout le monde va pouvoir en bénéficier. Aussi, une dernière remarque, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y en aurait besoin pour la gouvernance. Parce que nos gouvernants prennent encore beaucoup de décisions stupides. Alors, voilà. Merci. Est-ce qu'on a la capacité de faire interagir les gens? On va aller avec les gens en salle. Oui, on va poser des interventions. Et s'il vous plaît, faites parvenir vos questions par la suite, par courriel. Ça me ferait plaisir de les transmettre au groupe parce qu'on n'aura pas la capacité de faire le tour. On a dit alternance femmes, c'est important. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, je vais donner la parole à une femme. Bonjour, beaucoup qui est panéliste, c'est super intéressant. Donc, moi, c'est Selma Corabier, donc citoyenne de Rosemont. Je suis membre aussi de Québec. Alors, on a un super beau plan de transition à QS. En ce moment, on travaille justement pour savoir comment parler de la transition pour que ça ait le fun. Puis que c'est quelque chose de positif qui va améliorer la qualité de vie des gens. Alors, j'aimerais bien vous entendre, si vous avez des propositions là-dessus. Merci. Les questions brèves. Je vais aller de l'autre côté. On dirait que les femmes ici, les hommes de l'autre côté. Je vais donner. Ce n'est pas nécessairement une question, oui, mais avant un commentaire. Très court, c'est ça. En fait, par rapport à la technologie, aujourd'hui, les émissions liées à la technologie d'information et de communication représentent 3,7% des émissions globaux. Tandis que l'aviation, c'est 2,5%. On parle d'aviation, mais la technologie des communications a un plus grand impact que l'aviation en termes d'émissions. Et là, avec la prochaine infrastructure qui s'en vient, qui est la 5G, là, on embarque, on se creuse un trou dans la voie qu'on n'aurait pas dû emprunter il y a des décennies. On continue dans cette direction de la technologie va nous sauver, mais dans le réel, l'impact au niveau des émissions est beaucoup plus que l'industrie de l'aviation. Et il y a un problème, puis moi je trouve qu'on n'est pas vraiment en train de discuter. La 5G, ça s'en vient demain matin. Il y a un projet pilote à Montréal. Ça va transformer notre landscape urbain parce qu'on doit multiplier par 5, par 10 les antennes qui doivent être plus proches des habitations, qui doivent être sur les toits des résidences. Et qu'il y a un enjeu autour de cette technologie-là qu'on n'est pas en train d'en parler. Et je pense qu'on a besoin de commencer à regarder ça de manière plus près parce que les décisions sont en train d'être prises. Tu mentionnais ça par rapport à la gouvernance. Les citoyens, on n'a pas un mot à dire. On doit catalyser la transition écologique. On est en train de se faire imposer la transition numérique. Et on peut avoir de l'efficacité énergétique sur bien des affaires d'intelligence artificielle.
artificielle, mais quand on regarde ça dans le niveau global, qu'est-ce que ça prend l'infrastructure derrière ça? On n'est pas en train de gagner en efficacité, on est en train d'en perdre, puisqu'on sauve à quelque part des miettes pour aller les perdre autre part de manière énorme et considérable. Alors, en tout cas, c'était ça que je voulais amener dans la discussion. J'ai laissé ici derrière des fiches sur l'idée de sobriété numérique. Alors, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à regarder. C'est une discussion que j'aimerais avoir. Je suis en train de prendre le français, mais c'est plus facile pour moi de parler en anglais. Donc, je viens d'Angleterre. I come from Britain, and I went here 2 years ago. I live in Rosemere on the North Shore, and last year they set up a citizens committee on the environment, and I'm on that. And so my question's 2 bits. So we discuss in detail little things we can do in the community to make the environment better, plastic bags, jars, things like that. But yesterday we had our strategic vision, urban vision, and I'm trying to compute the fact that they plan to build on half of the old golf course in an area where the 117 meets the 640. They're talking about building high-density buildings in an area of huge traffic jams, cut down a lot of trees, do loads of environmental damage, not have any public transport system in place, all these things that are really environmentally detrimental. And yet I've been talking for 9 months with them about trying to improve the environment by helping people not use plastic bags. So how do I compute this kind of big, like, fuck off in my face kind of thing? And then other things, when you talk to people, like, I'm a bit bruised because last night we had the consultation with other citizens. I was unfortunate to be on the table with 8 other people who all want to stop climate change, but we're all in favor of the maximum building, increasing cars, with not wanting to say we should increase public transport. They didn't want me to bother writing them. How do you deal with these things kind of psychologically? And then the next thing is, how do I deal with this terrible planning process for, I don't know, I guess the CMM, trying to understand, that tells you you have to build high density and has no, as far as I can tell, no on the ground process for any new public transport. I'm kind of lost in this kind of massive hypocrisy and disconnection. Maybe I don't. Prendre une partie qui est, mettons, l'Internet, qui pourrait être peut-être, je sais pas, une moitié, pour une moitié qui est téléphonie, donc il faut comme découper, donc mettons que c'est 3,7, l'IA va représenter 0,5 peut-être % de tout ça, oui. C'est pour l'infrastructure. Oui, mais je veux dire, oui, l'infrastructure. On a besoin d'antenne. Mais oui, pour la téléphonie, mais l'IA en tant que telle. Donc, et oui, mais récemment, il y a eu une étude de, genre, justement, c'était comme PUE, genre, c'est en fait le produit versus l'énergie de l'IA en particulier. Et ça a été prouvé que grâce justement aux petits gains qui ont été faits, par exemple, par des choses comme Google Maps, des choses comme ça, qui c'est des petites requêtes, mais mettons que genre, chaque requête à Google Maps, ça produit 0,005 tonnes de carbone ou quelque chose comme ça, justement à cause de la requête, mais ça peut sauver 10 minutes de trajet en voiture. Donc, et même chose, par exemple, pour les systèmes d'autopilote dans les avions, que chaque requête produit X et Y, et systématiquement pour les systèmes d'IA qui sont comme plus populaires, qui sont plus utilisés, je me souviens plus du terme en français, mais c'était clairement un gain. Donc par exemple, ça demandait peu, mais ça ne prenait pas en compte le développement de la technologie qui est très difficile à quantifier, clairement. Mais
en fait, c'est les mêmes technologies, c'est les mêmes infrastructures qui sont utilisées pour l'Internet et l'IA, c'est les mêmes nuages. Donc, ils disent que c'est très difficile de diffuser. C'est comme si on mettait l'infrastructure sur du stéroïde. Pas vraiment, parce que l'Internet, par exemple, l'infrastructure de l'Internet, c'est des milliers de fois plus de serveurs et de tout que l'IA en tant que tel. Par exemple, pour maintenir les sites web, il y a des serveurs qui sont dans les centaines de millions partout dans le monde, mais pour l'IA, c'est comme une fraction de ça. Donc on n'est vraiment pas rendu là, je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis que pour le moment, on n'y est pas. Pour la communication sur le climat, juste avant que j'oublie, il y a un projet qui s'appelle Climate Visuals. Ils font des études dans différents endroits. Ils en ont fait un en Alberta, justement, comment communiquer sur la transition écologique de manière fun. Et surtout aux gens qui travaillent dans l'industrie de pétrole. Et c'était vraiment intéressant. Ils avaient fait des recommandations, par exemple, utiliser certains termes comme même genre le future tense, genre parler sur le potentiel, parler sur les gains, parler sur la cohésion sociale. Donc ils ont dénommé des principes. Et je trouve que c'est vraiment important d'utiliser des termes qui sont un peu, de ne pas dire le pétrole cause le problème, de dire il y a des manières de transitionner qui prennent en compte le pétrole, mais qui vont vers une énergie plus verte. En tout cas, il y avait des trucs assez concrets là-dessus, c'est vraiment cool. Et ces actions, c'est justement, moi je crois qu'il ne faut pas penser en vertical mais en horizontal. Donc je trouve que l'IA est vraiment bonne parce qu'une seule application peut être transversale. Donc un seul algorithme, une seule percée technologique peut être utilisée dans plusieurs domaines. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'applications d'IA, mais il y a des technologies d'IA qui sont très transversales, qui sont plus comme genre avec une action tu peux couvrir, avec une technologie tu peux couvrir 10 actions. Alternance femme ou ça va? Oui. Ça va dans les deux sens, hein? Je vais pas prendre mon... Si, mais pas OK, parfait. On est sûr. Alors, moi, je vais répondre à la partie citoyenne parce que c'est là-dessus que je pense que je peux répondre. Je ne veux pas trop me mêler puis j'y pas assez sur plein d'affaires pour me positionner sur autre chose. Mais pour ce qui est de rendre plaisir, c'est le vert, c'est ça? Seulement, oui, on s'est déjà vu d'ailleurs, récemment. Non? En tout cas, peu importe. Pour rendre ça le fun, moi je dirais, à un moment donné, quand j'ai fait mes études à HEC, j'étais coordonnatrice du comité qui s'appelait Éco-responsable de développement durable. Et là, à HEC, hein, clairement, moi j'étais un peu un mouton noir, pas juste par ma chevelure, mais aussi par mes propos et mes idées. Hein. J'ai pas choisi l'école pour ces idéologies maintenant. On essaie d'organiser des événements en lien avec le développement durable. Et clairement, souvent on avait des idées, mais on savait que ça n'allait pas amener un maximum de personnes, parce que c'est pas sexy, comme on dirait, le développement durable à HEC. Donc, on est allé plus vers des événements comme, par exemple, la finance responsable, parce qu'on savait que les étudiants à HEC allaient voir le mot finance. Oh, finance, vraiment nice. Donc, eux, ils pensaient qu'il allait avoir du fun. Et par la bande, on leur apprenait quelque chose. Je donne un autre exemple. C'est que oui, le plaisir, on veut parler de transition, on veut parler d'environnement, mais il faut quand même être conscient que c'est pas quelque chose... Les gens, je suis crue là, mais les gens ont autre chose à faire. Donc nous, les rabat-joie qui essaient de leur dire « Ah, mais là, il y a la crise, il y a le néné », je m'excuse, mais moi, souvent, les gens, c'est pas comme ça que j'ai l'oreille attentive de leur part. On fait des soirées maintenant, parce qu'à Demain Verdun, on a fait les balles de ruelle. Et on a décidé de faire des soirées d'ensemble parce qu'on est tanné d'aller dans des clubs où il y a des verres, de l'alcool, du plastique, plein d'affaires. Et on s'est dit, ben pourquoi nous, on ne ferait pas des soirées? D'ailleurs, Cindy, c'est notre shooter girl préférée. Et juste des liens courts. Notre alcool, la plupart, quand c'est possible, elle est québécoise. Les gens, ils s'en rendent même pas compte. Mais on leur fait connaître des alcools forts québécoises. Ils sont comme, ah, c'est bon maintenant. Déjà. Ensuite, on est dans un lieu zéro déchet parce qu'on fait ça au sous-sol du café de 5e, qui est le seul, je pense, zéro déchet à Montréal. Donc, les gens, ils reçoivent leur alcool dans des verres de peau maçon. Ils s'en rendent même pas compte. Mais, c'est des affaires qui sont comme, ben ça se fait. Le DJ, il est local, il vient de Montréal, hein? Il y a plein de choses. On leur sort la bouffe vegan que je cuisine avec d'autres gens. Et c'est un jerk. Puis là, il y a plein, tu sais, moi j'invite de mes amis haïtiens, jamaïcains, tout le monde multiethnique. Et eux, manger vegan ou végétarien, c'est pas nécessairement, il faut faire attention, hein. Il y a certains groupes culturels que, tu sais, moi je fais par rapport à mon copain,
ben lui, si je dis je vais te cuisiner du tofu, c'est pas sûr que ça va passer au conseil. Mais les gens écoutent parce qu'on dit c'est du jerk. On leur dit pas que c'est vegan. Donc là, ils mangent, ah c'est bon, ils veulent la recette. Fait que c'est toujours la subtilité de comment on peut amener les gens à découvrir des aspects de la transition dans le plaisir. Et là, après, leurs préjugés ou leurs idées préconçues vont plus facilement s'effondrer. Et non pas la société. Et ultimement, ben, où vous voyez là-dedans, quel rôle que vous voulez jouer là-dedans, et c'est comme ça qu'on va bâtir le plan LHTQ à partir de ce que vous nous dites, et c'est ce qu'on a fait. Et on est parti de cette part-là en les emmenant vers l'enthousiasme. Donc, il y a quelque chose qui est important là-dedans, et c'est une question de posture, c'est-à-dire que souvent on veut amener les gens vers quelque chose d'idéal, donc idéal, mais extrêmement loin d'eux. Et on oublie les étapes intermédiaires pour y arriver. Et de le découper en étapes intermédiaires, ça leur permet à un certain moment donné de pouvoir atterrir en cours de route et de voir qu'il y a un gain et qu'ils avancent. Sinon, ça fait l'effet contraire, ils ont l'impression de se battre, d'essayer de convaincre les gens que personne ne les écoute et qu'il n'y a jamais de gain. Et il n'y a rien de plus démobilisant que ça dans la vie que de jamais gagner quoi que ce soit. Donc, il faut pouvoir découper sur des endroits où les gens puissent atterrir et ultimement se mettre dans cette posture-là de dire qu'est-ce que moi je suis capable de faire et d'amener les autres au lieu d'être dans une position de dire on va revendiquer, on va mettre la barre tellement haute, on va accuser le gouvernement, les travailleurs, les ci, les ça, démoniser absolument tout le monde. Et naturellement, quand ils n'agissent pas, dire ben, c'est tous des pas bons. Puis moi, j'ai fait mon rôle à leur dire ben, vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas bons. Et ça, ben, aussi, c'est pas très mobilisant. Et ultimement, comme je disais tantôt, quand on veut impliquer des gens dans notre cause, ben, il faut les impliquer pour vrai. Et trop souvent, je ne sais pas combien j'entends, des solutions extraordinaires avec qui viennent du cœur et de justice sociale et envers les travailleurs en leur disant mais ça serait bon pour eux autres et c'est ça qu'il faut faire, sans jamais aller leur en parler à eux. Et cette posture-là de jamais aller voir les gens pour qui on veut trouver des solutions est un cul-de-sac. Ça ne fonctionne pas. Parce que la pire chose qu'ils veulent entendre, c'est un travailleur, admettons, je prends mon exemple chez nous, dans une industrie lourde à Côte-Nord, c'est quelqu'un de Montréal qui va venir lui dire comment est-ce qu'il devrait faire sa transition. C'est la pire des affaires, mais quand on fait l'inverse, ça fonctionne. Et à ce moment-là, ben, il ne faut pas avoir peur aussi de provoquer et mettre des gens autour d'une table qui n'ont pas nécessairement les mêmes positions, parce que d'enfermer dans une salle des gens convaincus à se craquer et sortir de là et dire personne ne nous écoute, ça ne fonctionne pas. Il faut amener les gens qu'on veut convaincre aussi. Je voudrais répondre à la dame qui vient de l'Angleterre. Vous avez touché deux problèmes extrêmement fondamentaux. Le premier, c'est la croissance de la population mondiale et la croissance de la population dans tous les pays sauf 13 du monde. Il y a seulement 13 pays où la population a expérimenté une décroissance l'année dernière. Et la décroissance totale dans ces pays, ces 13 pays, était 2% de la croissance de la population mondiale. Donc, c'était trivial, si je peux le dire, mais c'est important parce qu'il y a au moins 2 pays qui sont conscients de vouloir avoir une décroissance. Le Canada n'a pas pensé à ça du tout et s'est pris comme donné que la population va s'augmenter entre 0,9 et 1% jusqu'à je ne sais pas quand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la situation que vous avez décrite est due à... Et en Amérique du Nord, ça n'a jamais été populaire dans les imaginations de n'importe qui de limiter la croissance des villes. Et c'est connu, par exemple, moi j'ai fait avec 2 étudiants une étude comment rendre l'Ontario, qu'est-ce qu'on dit, durable par l'année 2050. C'est possible, mais on doit faire tout ce qu'on fait, on doit ne rien faire comme on le fait aujourd'hui. Et il faut développer de nouvelles villes dans les endroits les moins fertiles.
et c'est le contraire de ce qu'on fait. J'ai deux mots pour le monsieur qui a commenté que c'est pas très loin de Vancouver jusqu'à Victoria. Oui, mais les Blériot ont dû voler encore moins loin d'aller de la France en Angleterre.